Merci et tout d'abord, merci aux organisateurs parce que je sais que c'est tout un travail d'arriver à construire un colloque et arriver à être aujourd'hui ici tous ensemble présents. Alors merci aux orateurs précédents également parce que l'engagement de l'ARS, l'engagement des conseils départementaux, l'engagement de tous les élus, les maires et bien sûr l'engagement des directeurs d'hôpitaux, c'est extrêmement important. Et j'ai construit tout un diaporama, mais je voudrais quand même, avant de commencer, dire que je crois qu'il est important de mieux prévenir, mieux détecter, mieux soigner et mieux accompagner. Parce qu'avec ces 4 points, alors il y en a qui ont les 3 S, nous, je n'ai pas vu s'il y avait des termes à mettre, mais je pense que l'objectif pour nous est vraiment de soigner plus tôt, de limiter le déni, parce que c'est ça qui permet une meilleure adhésion aux soins et qui permet plus tard de diminuer les soins sans consentement. Alors, je continue. Donc, on a dit que mieux prévenir, mieux détecter était un point très très important. C'est un enjeu de santé publique et c'est vraiment un enjeu de santé publique plus que jamais prioritaire, mais parce que 75% des affections psychiatriques débutent avant 25 ans et la moitié avant 15 ans. Donc vraiment, c'est un enjeu important avec des troubles que l'on peut vraiment limiter, avec les troubles anxieux, les troubles de l'humeur. Tout à l'heure, on nous a parlé des conduites suicidaires. N'oublions jamais que c'est la première cause de mortalité des jeunes et donc il y a là un enjeu très important. Après, vous avez ces maladies qui vont s'inscrire peut-être plus dans la vie de ce jeune, la schizophrénie, les troubles bipolaires, et nous y reviendrons sur ce délai très important par rapport donc à la mise en œuvre d'un diagnostic et surtout la mise en œuvre des soins. Donc vous voyez que tout ça fait que c'est un enjeu, on en parle beaucoup plus, mais c'est un enjeu qui existait avant. Et donc aujourd'hui, il est devenu prioritaire. Ça a été beaucoup mis au niveau des assises de la psychiatrie et nous pouvons nous en réjouir parce que c'est vraiment quelque chose qu'à l'UNAFAM, nous portons déjà depuis de nombreuses années. Alors j'ai écrit, sans cette détection, eh bien c'est des jeunes en danger et des familles en détresse. Donc il y a là réellement un enjeu du repérage. Et cet enjeu du repérage, pour nous, familles, c'est d'arriver à différencier une adolescence mouvementée d'un trouble qui nécessite des soins. Et ça, c'est pas facile. Nous, familles, nous sommes en première ligne. Et là, nous avons besoin d'aide. Et cette aide, elle est rarement au rendez-vous. Il est important de réduire la durée de la maladie non traitée. Mais ça, c'est aussi un enjeu sociétal, parce qu'il faut sortir de la stigmatisation, et ça nous concerne tous ici présents et tous ceux qui ne sont pas dans la salle, et c'est aussi mieux se repérer. Donc pour les parents, ça permet de sortir à la fois de la culpabilité, de la honte, ça permet de sortir de l'incompréhension, parce que ces retards à la demande de soins, eh bien c'est non seulement la stigmatisation, mais c'est aussi qu'on ne comprend pas. Tant que nous n'avons pas été confrontés à la maladie d'un proche, eh bien, nous ne sommes pas formés. Donc, nous restons dans cette incompréhension. Pour l'ado, pour le jeune adulte, la stigmatisation est un point très important. Et nombreux parmi vous, vous avez entendu votre enfant dire « je ne suis pas fou ». Donc, tout ça va entraîner un retard de la demande de soins. Lorsque vous avez mal au ventre, vous allez voir un médecin. Lorsque vous avez mal au coude, parce que vous avez fait trop de tennis, eh bien le jeune, il n'a aucun problème, il va aller voir un médecin. Mais s'il a des troubles, eh bien, il ne va pas y aller du premier coup. Donc, retard à la demande de soins. Ce qui entraîne une aggravation des symptômes, avec ce que nous connaissons, nous, familles, des conduites à risque, des ruptures scolaires, des fugues, des conduites addictives importantes, et tout ça va augmenter, finalement, va contribuer à la souffrance de la personne. N'oublions jamais que c'est d'abord
elles qui souffrent, et puis au refus de soins. Donc j'ai écrit « Jeunes en danger », parce que tout ça, ça amène à des ruptures de liens sociaux, y compris à des ruptures de liens avec la famille, et également à des ruptures de trajectoire. Donc, la London School of Economics, excusez pour l'anglais, a montré qu'1 euro investi dans le champ de la prévention de la psychose en fait épargner 15. Donc, tout à l'heure, nous avons entendu le directeur de l'ARS qui parlait du coût des maladies. Il n'était pas là, donc je n'ai pas pu réagir. Mais si on mettait ce coût par rapport au nombre de personnes, on verrait que ce coût n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux. Alors l'UNAFAM, depuis l'année dernière 2020 et cette année en 2021, on a mené un baromètre en ligne auprès de nos adhérents, donc 4100 répondants sur toute la France. Et effectivement, il ressort que l'apparition des premiers symptômes est une période cruciale, encore trop souvent sans réponse. Il reste difficile d'accéder aux soins, et ça a été redit par le directeur de l'établissement d'ici. Pour les familles, 75% des familles ont dit qu'il était difficile d'accéder à des soins et 14% ont dit avoir rencontré des difficultés extrêmes lors de la dernière crise de leurs proches. Malheureusement, 90% de nos familles ont répondu qu'elles avaient été obligées d'arriver à une crise avant qu'un diagnostic ne soit établi. Donc on voit qu'on est effectivement très loin du soin qui se met en place comme pour toutes les autres maladies. Cette période de prédiagnostic est longue, plus de 5 ans pour 1/3 des personnes interrogées. Et cette période est très longue et elle entraîne effectivement beaucoup de souffrance aussi au niveau des familles, même si, pour 2/3 d'entre eux, il y avait une prise en charge médicale qui avait été mise en place. Alors, cette rupture de trajectoire qui est sur la droite du diaporama, c'est pour montrer quand même que tous ces jeunes qui sont à un moment ou à un autre confrontés à des troubles psychiques, eh bien, ça a des conséquences sur leur trajectoire. 67% ont eu une rupture de trajectoire et donc n'ont pas pu terminer leurs études ou leur formation. C'est un chiffre énorme. Je vous laisse y réfléchir. La déstigmatisation, je disais mieux prévenir, mieux détecter, et je disais tout à l'heure toute l'importance de cette stigmatisation qui finalement nous bloque nous familles, bloque la personne qui souffre de la maladie psychique. 69% donc des personnes interrogées pensent que la maladie de leurs proches est représentée de façon stigmatisante et anxiogène dans les médias, et nous avons là tout un travail à mener pour qu'il y ait une représentation différente dans les médias. Et vraiment, l'UNAFAM, nous avons vraiment décidé de mettre le paquet par rapport à ça. 53% des familles ne parlent pas de la maladie de leurs proches avec leur employeur. C'est aussi un chiffre très important, supérieur à tout ce que l'on trouve dans les autres handicaps. 41% des personnes interrogées disent même que leur entourage, réagissant avec de la peur ou de la prise de distance à l'évocation de la maladie, eh bien, finalement, ils n'ont pas envie ou ils ne peuvent même plus en parler avec leur entourage proche. Donc, vous voyez que ce manque de confiance dans l'avenir est un vrai souci sur lequel nous, UNAFAM, nous avons à travailler pour redonner de la confiance aux familles, redonner de la confiance aux personnes directement concernées. Et nous revenons toujours sur ce point, une maladie se soigne. Alors, quels sont les attendus et l'intérêt d'un accompagnement précoce des patients développant un premier épisode psychotique? Eh bien, ce que l'on attend, c'est effectivement de pouvoir soutenir l'engagement du jeune dans le soin afin de majorer les chances de récupération. Plus on soigne tôt, plus vous avez effectivement cette notion de récupération qui est
importante. Promouvoir la réhabilitation de la personne, donc on en parle beaucoup et j'y reviendrai tout à l'heure, pour réduire les évolutions péjoratives et les impacts tout à long terme de ces maladies. Soutenir l'insertion sociale et professionnelle. On a vu que 67% avaient une rupture de trajectoire. Qu'est-ce que l'on met en place pour, lorsque la personne va mieux, pouvoir remettre en place cette trajectoire qui va lui permettre finalement d'avoir une insertion sociale et professionnelle. Prévenir les ruptures de soins. Nombreuses familles ici présentes ont connu ça pour leurs proches. Comment prévenir les ruptures? Et donc, comment mettre en place cet engagement du jeune très tôt, qu'il comprenne ce qui lui arrive, qu'il comprenne l'intérêt pour lui d'aller vers le soin, parce que prévenir les ruptures va entraîner, prévenir les réhospitalisations. Je n'ai pas les chiffres ici, mais le nombre de personnes qui ont signé des soins en consentement plus de 5 fois, c'est vraiment trop grand, trop important. Et là, il faut travailler à prévenir les hospitalisations sous contrainte en cas de rechute. Et nous savons que justement, dans ce travail auprès donc, des jeunes, eh bien, il y a tout ce travail sur les plans de crise conjoints qui ont pour objectif, effectivement, de donner à la personne ses propres outils avec ses accompagnants pour éviter les rechutes et les réhospitalisations sous contrainte. Soutenir l'entourage est un point important, sans oublier la fratrie. Vraiment, je sais qu'ici, il y a quelques soignants. N'oubliez jamais que la personne qui est malade, elle a un entourage. Et dans cet entourage, il y a également les fratries. Et il y a les enfants, quand il y a des enfants. Donc, c'est extrêmement important de faire de l'entourage un partenaire. Alors, les modèles... Eh bien, c'est les programmes d'intervention précoce dont on va parler tout à l'heure. Et effectivement, il y a vraiment beaucoup de modèles dans le monde. En France, il y en avait 12. C'est une démarche balbutiante, mais j'étais cette semaine au Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie et vraiment, nous avons vu beaucoup d'équipes qui arrivaient avec cette volonté de mettre en place des programmes d'intervention précoce. Et ça doit nous donner de l'espoir. Et ces programmes d'intervention précoce sont souvent bâtis sur à la fois un accompagnement personnalisé de la personne et puis un accompagnement coordonné avec les autres acteurs entourant l'adolescent ou le jeune, son entourage, son milieu scolaire et son milieu professionnel. Le case management est au cœur de l'intervention précoce. Je pense que ce sera repris tout à l'heure dans la journée. Alors, pourquoi? Parce que près de 50% des jeunes atteints de psychose précoce sont perdus de vue au cours de la première année suivant le début de la maladie. Donc il faut absolument diminuer ce pourcentage. Et un des objectifs du développement de la prise en charge précoce, eh bien, c'est de mettre en place cet accompagnement renforcé du jeune pour très vite l'amener dans finalement dans la meilleure compréhension de sa pathologie et du coup dans une meilleure adhésion aux soins. Donc je pense que tout ça sera repris tout à l'heure dans le cadre des interventions qui vont suivre. Alors le rétablissement, je voulais en dire quelques mots parce que j'ai de temps en temps des adhérents qui me disent « vous parlez de rétablissement ». Alors c'est pas et c'est pas vrai, il n'y a pas de guérison. Alors je répète, le rétablissement n'est pas la guérison. Hein. On se rétablit du Covid. Il est plus compliqué parfois de se rétablir de la schizophrénie. Ce n'est pas forcément guérir d'une schizophrénie. Mais il est important de penser que ce rétablissement, c'est un concept qui va permettre à la personne d'aller vers la prise de conscience de sa pathologie. Et je ne dis pas ça parce que je suis professionnelle, je dis ça parce que je suis une maman et que je sais qu'au niveau de ma vie personnelle avec mes enfants, eh bien, se rétablir pour eux, ça a été ça, c'est de comprendre et du coup d'accepter, mais aussi de vivre avec et de vivre le mieux possible avec leurs troubles. Donc, mais comme ce n'est pas la guérison,
et c'est dommage que Madame Cluzel n'est pas là, je répète, si nécessaire, si altération de fonctions cognitives et psychiques, le jeune doit accéder au droit à compensation. Et donc c'est mon 4e point de tout à l'heure, il ne suffit pas de mieux soigner, il faut aussi mieux accompagner. Et vraiment, là, nous avons le conseil départemental, donc vraiment, je le dis, il faut mieux accompagner. Il faut des accompagnements pour que la personne puisse reprendre sa trajectoire d'éducation, sa trajectoire de formation. Il faut des accompagnements pour lui permettre de faciliter les connexions sociales. Quand on voit des jeunes qui sont renvoyés chez eux entre 4 murs tout seuls, eh bien, si vous, ici, vous étiez renvoyés entre 4 murs tout seuls, et on a vu, hein, avec comment j'allais dire le Covid, mais lorsqu'on nous a dit vous n'avez pas le droit de faire plus d'1 kilomètre en dehors de chez vous, eh bien ça a été difficile. Donc il faut que ces connexions sociales puissent se faire pour que la personne puisse vivre le mieux possible. Donc vraiment, il faut des accompagnements, il faut des soins pour limiter la souffrance, parce que la souffrance physique, c'est dur. La souffrance psychique, c'est aussi extrêmement difficile. Et donc ces soins, non seulement vont limiter la souffrance, mais vont aussi permettre d'améliorer l'estime de soi et de lutter contre l'autostigmatisation, qui est un point très important pour les personnes. Alors le rétablissement n'est pas la guérison, et si nécessaire, il est vraiment utile aussi que l'entourage puisse accéder aux aides dont il a besoin. Donc c'est là vraiment notre rôle en tant qu'UNAFAM, soutien par tout ce que l'on fait dans les délégations, formation, information, et puis en lien avec les services cliniques, travailler sur la psychoéducation. Donc ces actions de l'UNAFAM sont vraiment... Nous avons travaillé déjà depuis quelques années à l'accueil de parents, d'enfants et d'adolescents, mise en place d'une permanence école, de psychologues. Nous avons psychologues, assistants sociaux et juridiques pour aider les familles à aider les familles à être des meilleurs accompagnements. Et puis nous faisons également des formations, troubles du comportement ou école mode d'emploi. Alors pourquoi est-ce que ça nous paraît aussi important d'aider l'entourage, hein, parce que nous pensons qu'un aidant aidé, eh bien, c'est un aidant qui peut tenir dans la durée. Sinon, évidemment, ça devient extrêmement difficile de tenir. Alors, les conséquences de la maladie sur la vie du proche, donc ça, c'est toujours des chiffres que l'on a dans notre baromètre, eh bien, pour 15% des personnes, ça a quand même été un départ à la retraite plus tôt que prévu, ou bien un passage à temps partiel. Pour certains, des refus de promotion, absence d'évolution. Et ça, on oublie ces chiffres-là. Mais ces chiffres sont extrêmement importants. Donc, ou bien un départ à la retraite plus tard que prévu, parce qu'on n'avait pas l'argent pour ce soutien donc, de la personne. Donc, vous voyez que c'est... Et l'accompagnement que demandent les familles, eh bien, c'est d'être mieux informés sur l'information des droits du patient, mieux informés sur les droits qui sont liés à la situation de handicap, et puis ils demandent d'être accompagnés par rapport au parcours de soins et informés des droits de la personne de confiance désignée. Alors, ceci nous a amené à établir 10 mesures pour l'élection présidentielle. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que vous pouvez essayer de le... Je ne sais pas si ça marche. Hein. Non, ça ne marche pas. C'est dommage. Il y avait 10 mesures de l'élection présidentielle. Ça marchait très bien sur l'ordinateur. Vous les avez vues et je vous invite effectivement à en prendre connaissance sur notre site. Je vais en... Ah ben voilà, ça marche quand on ne veut pas. Donc ces 10 mesures ont été travaillées au niveau du national, ont été vraiment... N'hésitez pas à les effectivement, pour les bénévoles qui sont présents ici, n'hésitez pas à les lire et effectivement à les faire vôtres. Alors, ces 10 mesures, alors,
J'en ai mis 3 ici plus particulières, parce que ces 3 mesures qui sont peut-être les 3 mesures phares, hein. Les numéros n'ont strictement rien à voir avec l'importance. Et dans les mesures que l'on a mis, que l'on considère comme les mesures phares, c'est mettre en place une agence nationale pour la santé mentale et la psychiatrie. Nous attendons effectivement un véritable plan santé mentale qui soit doté de moyens financiers qui sont à la hauteur des enjeux. Et nous demandons quand même que tout ça soit porté par une agence nationale. Nous, on est vraiment, quand on voit l'INCa, qui est dans le cadre du cancer, ça a complètement modifié la prise en charge du cancer. Parce qu'à un moment, eh bien, on a demandé que sur l'ensemble de la France, eh bien, il y ait finalement quelque chose qui soit dans la cohérence pour qu'on soit soigné presque pareil si on habite Paris ou si on habite le Cantal. Et aujourd'hui, on est loin de ça en psychiatrie. Donc, nous devons sortir de toutes les chapelles qui existent pour avoir effectivement quelque chose d'un peu cohérent. Et nous pensons qu'une agence pourrait nous aider à cette cohérence, et pas une cohérence uniquement dans le soin, pas une cohérence uniquement dans la recherche, mais nous répétons soins et accompagnement. Un certain nombre de personnes ont besoin de cet accompagnement. Faire de la santé mentale et de la psychiatrie une grande cause nationale. Nous espérons qu'un jour, nous y arriverons. L'UNAFAM, ça fait, je crois, 10 ans, c'était bien avant que j'arrive, qui demandait de faire de la santé mentale une grande cause nationale. Les assises ont montré qu'il y avait là quelque chose de possible et nous espérons que tout ça va se poursuivre. Et puis, par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien, de former des médecins et des infirmiers scolaires aux problèmes de santé mentale chez les jeunes. Parce que où sont les jeunes, finalement? Eh bien, ils sont dans leur écosystème. Et l'école fait partie de cet écosystème. Et donc, travailler sur la santé mentale dès le plus jeune âge nous paraît un point extrêmement important. J'ai été en contact avec la Belgique. En Belgique, ils ont mis en place des séances scolaires sur la santé mentale autour d'un film français qui est La forêt de mon père. Et donc, ces séances scolaires sont soutenues par la Fondation Roi-Baudouin et permettent finalement de rentrer dans les écoles. Et là, vous voyez des post-it d'enfants qui, à cette occasion, ont mieux compris ce qu'étaient les troubles mentaux. Et donc, en France, il y a une expérience qui vient de se mener de ce même type. Donc, c'est dans les Pays de Loire. Et donc, la personne qui en a fait l'animation a dit ça a été vraiment très chouette. Et les professeurs ont été très, très étonnés donc, des remontées qu'ils ont eues à cette occasion. Alors, je conclus. Je crois qu'il est important de renforcer les compétences en santé mentale de tous, et dès le plus jeune âge, parce qu'il faut apprendre à prendre soin de sa santé mentale. À l'école, maintenant, on apprend la nutrition. On apprend que si on mange trop de sucre, eh bien, on est à risque de diabète. Eh bien, je crois qu'il est temps d'apprendre aux enfants, aux jeunes, à prendre soin de leur santé mentale, et puis leur apprendre qu'une maladie se soigne, et donc il faut leur apprendre où trouver de l'aide. Déstigmatiser, donc là l'UNAFAM est impliquée dans les premiers secours en santé mentale, et c'est vraiment dans cet objectif à la fois de former le grand public et à la fois de déstigmatiser. Il faut arriver à ce que les parcours de soins soient lisibles, parce que quand vous n'êtes pas formé, quand vous ne savez pas, eh bien vous ne savez pas où pouvoir, donc où vous allez trouver finalement la réponse en termes de soins et en termes d'accompagnement. Et c'est dans ce sens-là qu'on se bat pour qu'il y ait un plan psychiatrie santé mentale, levier pour faire entrer la psychiatrie dans une nouvelle ère, et puis un vrai tremplin, nous l'espérons, pour donner du sens au métier du soin et de l'accompagnement, parce que nous savons la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup d'établissements qui sont en très grosse difficulté en termes de ressources humaines, parce que beaucoup de jeunes
partent et du coup vous avez des CMP qui n'ont plus de médecins et vous avez des centres hospitaliers qui sont réellement en déficit de soignants. Merci à tous.